On lâche rien, on lâche rien. Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de On lâche rien, le numéro 7. Comme vous le savez sûrement, mon but avec ce podcast, d'un genre un peu différent que celui que je vous propose sous la forme de Nikon 1 point c'est tout, c'est de démonter les arguments et argumentaires de nos adversaires. Je me livre en général à cet exercice quand l'émission me semble tout à fait intéressante. Un peu comme un react, mais à froid d'une certaine façon. Au calme, papier et crayon en main, si je puis dire. J'entends, vous l'aurez compris sans mal, je pense, intéressante du point de vue des fake news qu'elle diffuse, des inexactitudes en pagaille, ou de la mauvaise foi qui règne sur le plateau du média. Voire, autrement, des attaques qui pleuvent à notre endroit, ou des injonctions à s'expliquer auxquelles nous sommes confrontés. Quand évidemment, il est rarement de même pour les autres. Comme une preuve, si cela était nécessaire, de la géométrie variable dont font preuve les organes de propagande. Dans ce cas, plus spécifiquement, ce que je cherche à faire, c'est apporter un complément de réponse à celle effectuée par Éric Coquerel, en y apportant ma touche. Une touche bien plus épicée, mais certainement moins technique que celle du président de la commission des finances, au final. Mais qui, je le souhaite en tout cas, pourra alimenter votre boîte à outils militante. Elle-même destinée à couper l'herbe sous le pied de nos contradicteurs. Ici, comme vous allez le constater, on fait déjà très fort, surtout en matière de reprise à Dexa et des idées reçues qu'elle entend imprimer au plus grand nombre par ce vecteur. On voit que nous sommes dans le temple du néolibéralisme et de ses recettes éculées, ces dernières perçues comme des solutions indépassables, et sinon de la droite la plus conservatrice, également, ce qui est presque indissociable désormais, dirons-nous. On ne perd pas de temps, on rentre dans l'analyse des âneries que nous donnent à voir les médias, ici LCI en l'occurrence. Selon la formule consacrée, accrochez-vous à vos slips, cela risque de pulser. Éric Coquerel, prenons les pays d'Europe du Sud dont on parlait il y a un instant, le Portugal, l'Espagne. On peut même mettre l'Italie, la Grèce. Tous ces pays ont fait des efforts extraordinaires pour rationaliser leurs dépenses publiques qui étaient devenues insupportables. La croissance est plus élevée que chez nous. Le taux de chômage est plus faible que chez nous. Non. Donc si vous voulez faire les comparaisons avec tous les chiffres, faites-les vraiment tous, et vous verrez que la situation relative de la France, elle est mauvaise en matière de déficit, mais elle n'est pas non plus flambante. Et si vous enviez... Déjà, notons le ton condescendant de l'anglais qui s'érige en donneur de leçons. Se donner des grands airs sans en avoir la chanson, si je peux appeler cela de la sorte. Ce qui prête déjà à rire en soi. En particulier venant d'un pseudo-expert en économie ou un économiste de plateau. Pour ne pas dire de comptoir, ce qui paraîtrait plus approprié pour ma part. Alors que, pour moi, ces propos sonnent tels des propos de bistrot ou de PMU. Et encore, je ne suis pas certain qu'ils soient aussi pertinents que tout ce qu'on peut y entendre. Puisque là-bas, il leur arrive d'avoir un éclair de lucidité, je pense. En outre, j'évoquais un acteur de plateau et j'ajouterais qui a les fesses vissées dans les plateaux, justement. De ce fait, on peut douter de l'expérience ou de la mise en pratique de notre dit expert, tout spécialement vu le temps qu'il y consacre, et que, in fine, jamais on ne voit ce cher Langlais confronter ses théories fumeuses à l'épreuve de la réalité concrète, bien que lui s'en réclame. Puisqu'il se cantonne à nous inonder de réflexions toutes faites, visant à montrer comment le système ou le fonctionnement actuel sont la seule perspective qui tienne la route. L'économie avec des ailleurs, en somme. Du Thatcher dans le texte, en quelque sorte. Mais avec moins de cheveux, quoi. Mort de rire. Des années de retard aussi et pas davantage d'inspiration ou de résultats positifs. Car l'aboutissement de ce jeu de mesures, on le connaît. Il a été le même partout pendant des décennies déjà. Ensuite, toujours dans la même veine, si on va aller par là, on a donc cet individu, grand soutien des théories droitières et néolibérales, qui vient nous demander des comptes et des explications. À nous, qui, comme on a pu le constater, n'avons pas les manettes. Et encore moins les mains libres pour appliquer ce que nous avons dans notre agenda politique. Et ce, alors que l'intéressé a soutenu les individus et politiques à qui on doit la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas de mettre en doute les solutions alternatives. Comble de l'ironie, pour ne pas dire ridicule. Je ne vois pas comment on peut formuler cela autrement. Plus paradoxalement encore, l'individu en question fait un constat d'échec de ce qu'il apprenait, et pourtant balaie d'un revers de la main toute solution qui sorte de son logiciel et des recettes qui lui sont associées. Cela rappelle au passage ce commentaire hautement ironique mais on ne peut mieux venu. Il faut le reconnaître, de JLM qui narque les journalistes, non sans une dose de mauvais esprit, un mauvais esprit légitime pour le coup, lui rappelant leur tech passée et les cris d'orfraie poussés par tous, alors que Jean-Luc escomptait mettre en place une relance économique de 100 milliards, et que le pensionnaire de l'Élysée a, depuis lors, fait plus de 1000 milliards de dettes, justement. Et de mauvaises dettes, si j'ose dire, dans la mesure où rien ne sera allé dans l'investissement productif, et qu'il est, pour l'heure, prouvé que les sommes fléchées par Macron en direction des entreprises l'ont été quasi exclusivement vers les grosses boîtes. Aussi que les montants ont fini en quasi-intégralité dans les poches des actionnaires des grands groupes. Tout ceci cerise sur le gâteau, sans contrepartie qui plus est.
a fortiori en termes d'emploi. Bref, on comprend rapidement l'ampleur du délire du discours de l'anglais dans le contexte que je vous reconstitue pour l'occasion. Nous notons et nous nous en félicitons, pour utiliser la fameuse formule des guignols de l'info, que ceux-là même qui dénoncent cette dette abyssale et ce genre de foutaise sont aussi ceux qui n'ont rien trouvé à remettre en question quand Macron l'a fait advenir. Pire qu'ils sont ceux qui auront prisé son expertise et ses formules rétrogrades en criant au génie, le défendant pied à pied, coûte que coûte, ou vaille que vaille, aussi paradoxalement qu'on puisse le faire. Retour au cas de l'anglais, d'autant qu'il est un peu plus drôle de voir le concerné nous faire l'apologie de l'Espagne ou bien du Portugal, pays qui ont tous deux brisé le carcan néolibéral imposé à tous au sein de l'UE, notamment en ce qui concerne l'énergie, et que, de manière plus globale, en Espagne, justement, on a eu ce qui s'apparente plus à une politique de gauche qui a été mise en place, notamment à base de revalorisation du SMIC local, etc. Un contexte d'inflexion de l'austérité budgétaire donc, aux antipodes des références de l'anglais. Et puis on sait que ces pays sont tous sauf des modèles pour les gens comme cet économiste de seconde zone. Ce n'est pas un secret. Enfin, l'anglais ou les personnes qui ont des croyances occultes identiques aux siennes, à base de mains invisibles du marché et ce genre d'ineptie en branche, d'état mammouth à dégraisser ou ce tissu de bulvesé. Par ailleurs, notons que l'idéologie dominante est en force sur le plateau, avec autant de personnages d'accord avec tout cela. En présence de Polony, Roux de Bézieux, l'anglais est naturellement le présentateur du média Rochebain. Ce dernier, évidemment, acquis à la cause défendue par les actionnaires de la chaîne, comme on peut se le figurer. Raison pour laquelle on jouit de son office, si je puis dire, étant donné le caractère quasi-religieux des prêches économiques dont nous sommes affublés. Petite touche ironique, désolé, je n'ai pas pu m'en extraire. Quoi qu'il en soit, ce qui est absolument fabuleux avec les têtes pensantes de droite, entre très gros guillemets, c'est que le résultat des politiques qu'ils prônent, c'est incontournablement le résultat inverse de ce à quoi leur politique devrait nous mener. Les champions du monde de l'emploi, qu'ils prétendent incarner, anesthésient le marché. D'autant plus dans le contexte de l'Hexagone où la consommation populaire est ce qui fait tourner l'économie en grande partie, ce qui est son moteur. Comme quiconque qui fait sens, un minimum peut le comprendre ou le deviner avant coup. La table des puissants ne déversant pas les miettes escomptées. Leur théorie du ruissellement étant effectivement une réalité, mais du bas vers le haut en revanche, non de haut en bas comme il le suggérait. Les conséquences des mesures mises en place par le gouvernement en poste en témoignant sans coup fait rire. Sans contestation possible, ajouterais-je. On a tous le bilan sous les yeux et ne pouvons en faire fi, si je puis dire. Petit jeu de mots au détour, c'est cadeau, haha. L'anglais nous dépeint un tableau somme toute assez apocalyptique, pour ne pas dire décliniste, où tout le monde serait mieux loti, ferait mieux, et le pays serait complètement en train de s'écrouler. Ce qui est assez franchement risible quand on sait les résultats obtenus par le haut du panier. Comment les richesses se sont accrues de manière exponentielle avec Macron à la baguette. Et ce, par ce pays qui vient tel naufrage, à en croire leur dire. Ce pays si affligeant, mais qui est 7e économie mondiale. Ce pays qui est une fabrique à millionnaires et milliardaires. Ce pays avec la classe de retraités parmi les moins en difficulté en Europe, voire au monde. Tout cela plus spécifiquement pour un pays de cette superficie limitée, justement. Alors certes, la situation concernant les privés d'emploi n'est pas des plus reluisantes. Le chômage est reparti à la hausse et ce n'est sûrement qu'un début en fait. Alors que la Macronie bat des records en termes de fermeture d'entreprises, que les ventes de business continuent tout azimut, et qu'on voit poindre des délocalisations qui vont de pair, sans oublier l'impact de ces phénomènes sur les emplois indirects, eux aussi détruits du même jet. Mais à qui la faute? Qui dirige le pays aujourd'hui? Les droites dures, bien sûr. Celles pourtant si désireuses de lutter contre le chômage, il paraît. Mais qui, comme n'importe qui avec un minimum de politisation le sait, sert le capital, les rentiers de tout poil ainsi que les actionnaires en priorité. Aussi, il ne prend pas d'être un aigle en politique pour avoir connaissance de ce que charrie l'économie dominante, à savoir une mise dans l'étau des travailleurs employés en tête, du fait de la pression exercée par un chômage systémique savamment et volontairement entretenu, pilier de l'exploitation. Pas la peine d'être un adepte ou un disciple de Marx pour identifier que la pénurie d'emplois entretenue, de facto, contraint les travailleurs à accepter des conditions dégradées, à commencer en matière de rémunération. Aussi, à la croisée des chemins, on boit du petit lait avec le speech tenu par l'anglais. Lui et ses poteaux de l'économie de plateau, nous ayant vendu Jupiter comme le Mozart de l'économie. Le même qui, aujourd'hui, à force de générer des emplois de mauvaise qualité, porte un coup terrible à notre économie. Et dont notre expert en économie se plaint, voire contre lesquels il éructe en quelque sorte. Le tout apparaissant encore plus lunaire par comparaison avec l'Espagne, justement, où un travail a été fait dans le sens inverse, soit pour avoir des rémunérations plus dignes, système qui marche infiniment mieux. À tout niveau, en termes de santé publique, en termes de pauvreté. Ici, il est question de la situation de la Grèce. Je crois bon de restituer le contexte, les propos de l'anglais prenant place en réponse à ceux d'Éric.
s'inscrivant en objection à son argumentation. Et pour le dire de manière triviale, l'anglais ne manque pas de toupet pour le moins qu'on puisse dire. On sait tous quelle est la teneur des recettes appliquées par le FMI, ou encore quelles sont leurs conséquences. Tout comme on sait le traitement effroyable qui a été administré aux Grecs. Comme de bien entendu, puisque jamais les recettes ne varient chez nos idéologues. On a eu de l'austérité à tous les étages, pour la population et l'appareil étatique, rien d'autre. Le privé rimant avec préservé. Comme partout ailleurs, on a forcé le pays à s'appauvrir en vendant ses joyaux. Ceci sous couvert du remboursement d'une dette qu'ils ne font, quelque part, que creuser encore davantage pour le plus grand bonheur des possédants. Puisque la conséquence directe est que nos voisins grecs se sont fait délester de leur patrimoine en l'occurrence. Quand on sait ce qui a amené le FMI à mettre son nez dans les affaires des Hellènes, voilà qui aurait de quoi activer nos zygomatiques. Enfin, si cela n'était pas si dramatique. Grosso modo, les formules étant identiques à celles de Macron. Soit d'exonérer ceux qui se portent bien, entreprises en tête, et de faire raquer les gueux. Pour rappel, en Grèce, ils avaient décidé de ne pas faire contribuer les armateurs. Sous prétexte, comme partout ailleurs, que demander, voire exiger une contribution des gros bonnets résulterait en leur départ. Le tout patiné de cette idée saugrenue de main du marché qui flécherait idéalement vers quoi l'argent devrait aller. Sans occulter l'idée, là encore, de ruissellement, en dépit que celui-ci n'ait jamais fonctionné, ou soit devenu une réalité où que ce soit. Bref, l'assertion de l'anglais est une vaste blague. Comment un pays dépourvu de ses biens et patrimoine ferait soi-disant mieux, comme il dit? On se pose la question. La question corollaire étant, jusqu'à quand nos experts de plateau vont nous prendre ouvertement pour des imbéciles, et jusqu'à quel niveau? Aussi, il convient de pointer du doigt une aberration qui nous est déversée ici. L'anglais est en train de comparer une économie qui est la 7e mondiale et 2e économie du continent, qui représente 18% du PIB européen, avec celle de la Grèce, qui, elle, pèse 2%. Autrement dit, juste 9 fois moins. En voilà une blague qu'elle est bonne. Quel cirque. Tenter de nous bercer de grandes illusions est certainement divertissant, mais de moins en moins d'entre nous ne sommes dupes, et nous laissons embarquer dans cette idiocratie. Mais je vais rentrer dans votre raisonnement, au moins de manière temporaire. Je vous connais, je sais au moins de manière temporaire. Il faut penser contre soi-même, c'est ça, Monsieur Rochebin. Mais si on avait des scores de performance non économiques, qui seraient par exemple en termes d'éducation ou en termes de santé, qui seraient à proportion de notre dépense publique, je pourrais rentrer dans votre raisonnement, parce que on dépense plus pour la retraite, on dépense plus pour la santé, un petit peu pour l'éducation. Je laisse de côté les dépenses militaires, parce que c'est difficile à comparer en efficacité. Et on devrait avoir des résultats meilleurs. Or, malheureusement, alors on peut contester les classements, les trucs, les machins, mais en réalité, si vous faites le grand classement, on n'est pas meilleur. Et quelquefois, malheureusement, à dépenses supérieures, on est moins bon. Donc, à minima, vous m'accorderez qu'il y a quelque chose qui n'est pas, c'est l'efficacité de cette dépense. Sans discuter de savoir si c'est plus ou moins. On a quand même un sujet. Et si vous prenez, par exemple, l'éducation, on a des profs qu'on paye moins bien, qui sont plus souvent absents, et des élèves qui ont des moins bons résultats au classement. Alors, certes, anglo-saxon, mais au bout d'un moment, on est mauvais dans tous les classements, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, vous voyez, je pense que votre raisonnement... Réponse d'Éric Coquerel, ensuite je vous passe la parole. Mais réponse là. Notons d'emblée deux choses. Ici, LCI offre un véritable tunnel à son invité de droite. La chaîne le laisse dérouler en toute quiétude. Aucune coupure de parole ne lui est imposée. Fait suffisamment rare pour être noté. Chose que le chronomètre de la plateforme établit comme un fait. Il s'avère que le patron des patrons déroule tranquillement pendant 1 minute 10 durant, sans la moindre interruption. Ce qui n'est pas le cas en miroir pour son homologue de gauche. Ceci montrant une forme de parti pris évident qu'on ne fait pas grand effort pour cacher, qui se traduit concrètement sur le plateau dès l'amorce de l'échange, qui peut, peut-être, ne pas interpeller tout le monde, mais qui ne manque pas d'attirer notre attention à nous, militants politiques, surtout lorsqu'on sait quel sort est consacré aux intervenants insoumis en général. Quelles sont les méthodes dont les éditocrates usent et abusent, dont ils se servent pour contraindre leurs paroles, éviter que de fond il soit question. Dans un autre registre, voici ce qu'il s'agit de préciser. Personne n'escompte dépenser pour dépenser, ceci avec zéro efficacité, et faire de la tête pour faire de la dette, ou encore dépenser à gravelette sans que, en dernier recours, des services ne soient associés aux dépenses générées. C'est du pur bon sens. Bon sens qu'on ne nous accorde pas vraiment, ce qui est résolument sous-entendu. Et ce, en dépit des faux-semblants que ce cher Roux de Bézieux manie si parfaitement.
et qu'il contribue à propager avec, reconnaissons-le, une certaine dextérité. Notre discours étant plus que largement caricaturé par les mêmes qui se dépeignent en raisonnables et raisonnés, se vivent en chantre de l'économie et de la réelle politique, comme ils disent, en pragmatique quand nous serions les rêveurs, voire évidemment des utopistes, avec tout le discrédit qui est charrié parallèlement par ce type de terminologie. Et de fait, nous serions déconnectés des réalités, a fortiori dans un monde interconnecté selon leur formule. Vous avez identifié le procédé à l'œuvre, j'en suis persuadé. Force est de constater les méthodes de l'ancien boss du MEDEF qui sait serpenter et mettre les formes, pour endormir quelque peu, pour hypnotiser habilement. Ceci pour, au contraire de ses alliés journalistes, présenter les choses de manière plus nuancée et revêtir les oripeaux d'un adversaire moins frontal, supposément soucieux d'équilibre, de parvenir à un juste milieu, ainsi que la possibilité de dialoguer, ou de ne pas verser dans l'outrance ou le manichéisme ambiant. C'est une tactique ou technique beaucoup plus intelligente que celle employée par les tenants de l'officialité, du moins sa branche médiatique. Bien que, au final, tout cela ne soit que du vent. Un château de cartes qui s'écroule à la moindre brise. Désormais, cela ne trompe que ceux supposément crédules pour vouloir y croire. En particulier à une période où la bourgeoisie et les manias des affaires, également, par ailleurs, n'entendent plus se donner à quelque concession que ce soit. Si on n'a pas compris cela, alors on passe à côté de l'essentiel. Aussi on goûte le caractère ironique de la chose, ainsi que du discours tenu, sachant que notre interlocuteur se trouve être un des acteurs à la base de la politique qui est en place de nos jours, que lui et ses amis n'ont eu de cesse de marteler que le travail coûte trop cher, qu'il faut de la flexibilité, de la compétitivité et toute cette rhétorique qui va de pair, qui est véhiculée depuis des années maintenant. Aussi, partant du principe qu'il faut en finir avec les prélèvements obligatoires, autrement dit les cotisations et prioritairement celles patronales. Que ce cher monsieur, sans discontinuer à prêcher pour une mise dans les mains du privé de tout et n'importe quoi, dont ce qui a trait à l'État, comme vous vous en doutez, et que cette idée implique le désengagement de celui-ci dans d'innombrables domaines. Aussi, tout cela revêt un caractère des plus cocasses quand on sait réellement ce qui se passe à l'heure actuelle. On décèle alors toute l'hypocrisie dont le discours de Roux de Bézieux est empreint. Je crois bon d'insister sur le fait que celui qui remet en cause les investissements de l'État n'est pas réellement le mieux placé pour le faire. En tout cas, des investissements pas forcément bienvenus selon lui, surtout quand on sait les phénomènes à l'œuvre. Or, son groupe et lui-même se trouvent être ceux qui poussent à la roue. Attention, jeu de mots. Pour que l'État et le gouvernement se mettent au service des entreprises. Système qui, en tout état de cause, finit par la situation que l'on a sous les yeux. Des sommes mirifiques versées aux grands groupes et aux grandes fortunes. Des exonérations, des remises, des suppressions de cotisations patronales, et tutti quanti. Je vous en passe et des meilleurs. Tout ceci aboutissant au bout du bout avec des structures qui jouissent de 210 milliards consentis par l'État. Et parallèlement, on a une efficacité fort proche du 0 plus 0 égale la tête à Toto, comme on dit. Les montants colossaux, comme les études le prouvent, finissant dans les poches de ceux qui n'en ont pas besoin. Ceux qui spéculent en attendant de voir les sommes en question grossir un cloud financier, avec ce dernier qui éclate à intervalles réguliers. Lui également destiné à fomenter la prochaine crise du capitalisme dont ces personnes bénéficieront, comme d'habitude. Le tout dans une spirale infernale, décrivant le mode de fonctionnement d'un cercle vicieux, le capitalisme ayant pour particularité de se nourrir de ses propres crises et turpitudes. La boucle est bouclée en fin de compte. On ne va pas faire comme si David Guiraud n'était pas passé par là avec sa maîtrise des dossiers et l'expertise financière qu'il a développée à force de travail, notamment au sein de la Commission des affaires économiques. En effet, David a révélé ce qui passe sous les fourches codines. Ce truc incroyable, pour ne pas dire invraisemblable. Pourtant, qui ne déchaîne pas les passions sur les plateaux de ce qu'on décèle. En aparté, disons-le, contrairement aux dernières polémiques à deux balles, à l'encontre de la France insoumise, aussi tirée par les cheveux soit-elle. Fin d'aparté. Je veux dire, ce véritable scandale des transferts de fonds réalisés par le gouvernement et les ministères. À savoir, les sommes gigantesques fléchées en direction des entreprises et des actionnaires, qui donnent lieu à des transferts à partir de la TVA. Les sommes accrues perçues à partir de cette taxe, venant pallier au manque de budget affecté à la sécurité sociale, aux collectivités locales et autres organismes, tous à l'os ou dépourvus de moyens de l'État. Tout ceci visant à faire payer les plus modestes et à accroître les patrimoines des plus aisés, ainsi que les entités dont ils sont les propriétaires. Sans oublier, cela va sans dire, les actionnaires, dont la participation est essentielle au fonctionnement de la société, il paraît. Dans un niveau de tartufferie identique, on trouve la réflexion de l'ex-boss du MEDEF concernant le système éducatif. Pourquoi dis-je cela? Eh bien tout simplement dans la mesure où cet individu se plaint de l'investissement de l'État qui ne serait pas optimal si on va aller par là. Enfin, selon lui tout du moins. Ce qui est matière à nuancer. Ceci compte tenu du résultat des étudiants français et de ce qu'il en dit.
Or, dans le même temps, il pousse pour démanteler le système et l'affaiblir. Lui et les siens, si vous me permettez cette expression, sont dans une campagne visant à professionnaliser l'éducation. Et on voit mal comment une telle campagne aiderait à la maîtrise des fondamentaux, ou encore à l'acquisition de choses aussi primordiales que l'esprit critique, la culture générale ou les connaissances académiques. Eux ne rêvent que de petits soldats du capitalisme, disponibles et malléables à merci, mettant leur force de travail au profit de leur boîte. Il s'agirait de ne pas nous prendre complètement pour des jambons. On sait bien quel est le dessein que ces gens-là servent, avec une telle optique en ligne de mire. Soit de préparer que la société s'adapte à leurs besoins, ainsi que les gens aient une employabilité directe dans leur business, qui entend gain de temps et de productivité. Évidemment, au bout du bout, de profit. Aussi, plaider pour le raccourcissement des cursus, c'est une chose qui, grosso modo, garantit au patronat de ne pas avoir de gens surdiplômés, qui demandent à être payés en fonction de leurs études et capacités. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, ils disposent de gens surqualifiés qui aspirent à autre chose que cette grande majorité de bullshit jobs qui fait le marché de l'emploi actuel. Et de plus en plus de personnes qui refusent de les laisser faire la loi et imposer toutes leurs conditions, qui cherchent du sens à leur travail, etc., qui ne se voient pas comme des lemmings dont le sacrifice semble inéluctable. Si vous vous interrogez encore sur le pourquoi du comment des personnages comme Macron font tout ce qui est en leur pouvoir pour démembrer le système éducatif, en fait la raison à ceci est on ne peut plus simple. À part mettre le marché de l'éducation dans les mains du privé et donner une manne aux gros bonnets prêts à s'en emparer, évidemment ils désirent aussi ne pas investir outre mesure dans des cursus qui, in fine, seront pour former le personnel de plateforme, si vous voyez ce que je veux dire, vu que c'est le seul horizon qu'ils proposent aux gens. Aussi, cette année, des sous-performances de certains services publics prêteraient à rire si on ne nous prenait pas pour des moutons écervelés du même jet. Or, c'est précisément ce qui se produit, si vous voulez mon avis sur la question. On nous fait croire qu'il y aurait des sommes substantielles investies dans ces services, et que malgré les montants, en somme, rien ne fonctionne. Alors que, dans les grandes largeurs, on est aux antipodes de tout cela. Et que, par-dessus le marché, en plus du désinvestissement chronique et du manque de moyens mis à disposition, ou encore des gens qui tiennent les services à bout de bras, on a les techniques du new management qui se sont invitées dans l'équation, pour compliquer encore un peu l'opération. Cette take passe d'autant plus mal qu'elle ne correspond à aucune réalité concrète, que bien des services tiennent par la dévotion seule des gens qui sont partie prenante de ceux-ci. Faisons acte de pédagogie et mettons en relief un peu plus le fléchage vers les grosses boîtes et les actionnaires, destinataires réels des montants prohibitifs, expliquant le dysfonctionnement aussi. Chacun a une manière d'expliquer que ce n'est pas grave et qu'on peut continuer de cette manière, que ce soit d'ailleurs sur la politique macroniste ou sur ce que vous prenez, chacun pense que son modèle va fonctionner. Or, ça ne fonctionne pas. Mais quelques points. D'abord, vous parlez des dépenses sociales. Vous dites elles n'ont pas augmenté. Elles ont augmenté en proportion des dépenses par rapport aux régaliens. Les dépenses sociales ont augmenté sur 20 ans. C'est ça qui est extrêmement frappant et qui réduit la marge de manœuvre de l'État. Alors, on peut aussi expliquer, je suis d'accord avec vous, qu'il y a une perte par optimisation fiscale, tout un système qui fait que l'État a moins de moyens, mais il y a aussi le fait que le modèle social pèse. Deux choses à noter en guise d'avant-propos. Une fois encore, on est dans une tirade tout de même conséquente, et uniquement coupée que par le présentateur pour rappeler Polanyi à une précision, non pour lui apporter la contradiction. Autrement dit, elle déroule sans entrave. Sinon, je dois le reconnaître, j'aime beaucoup l'aplomb avec lequel on se permet de nous tenir certains types de discours sur les plateaux. Et bien sûr, parmi les journalistes qui en sont les piliers. Surtout au regard du contenu de leur speech et sachant leur complicité qui n'est plus à démontrer avec les pouvoirs en place et ou les gens aux manettes. Certes, Polanyi n'est pas macroniste, mais elle n'est pas non plus quelqu'un qui s'oppose farouchement aux politiques droitières dont on nous affuble depuis des lustres, et qui sont à la base de la dérive qu'on a sous les yeux, avec les conséquences qu'on leur connaît. Elle martèle des tas de thèmes qui vont précisément dans le sens de l'officialité et s'avèrent tout sauf une contestataire. Déjà, je trouve extraordinaire cette mise en parallèle faite par Polanyi entre la Macronie et nous. Il est sans doute temps de lui remémorer les faits. Nous et notre gauche n'avons jamais été au pouvoir, et ce, au contraire de Macron et de ses sbires. Eux qui tiennent les rênes du pays depuis plus d'un quinquennat et demi maintenant. Peut-être davantage encore si on considère le rôle joué par Macron durant la présidence de Hollande.
Nous, nos recettes sont donc, cela va sans dire, des recettes qui n'ont jamais été appliquées ou mises en vigueur. Si elle ne perçoit pas ce qui pose problème dès lors dans son énoncé et présumé constat, alors c'est terriblement inquiétant. Et le discrédit qu'elle jette sur elle-même est total. Elle veut peut-être parler du modèle keynésien, dans ce cas c'est un peu différent. Mais reste encore dans cette optique qu'elle nous prouve qu'il ne fonctionne pas. Surtout quand on sait que, même dans des organismes internationaux qui n'ont rien d'insoumis et aucune appartenance à la gauche de rupture, ils clament qu'un euro injecté finit par en donner 3 en circulation dans l'économie. Comment dit-on déjà? C'est QFD. Dans une logique identique, comment peut-elle proclamer que nos solutions ne fonctionnent pas, si ce n'est en le présumant? Voilà la question qui se pose. Et cette question nous intime que, en somme, elle verse dans de l'idéologie qu'on serait censé croire sur parole. Enfin, apparemment. Voilà, on va faire comme cela, comme dirait l'autre. Aussi, il est un peu plus cocasse de voir Polony s'engager sur un tel terrain, celui de la comparaison avec le régalien. Particulièrement à une période où il est question d'investissement dans l'armée comme jamais, notamment sous l'impulsion des desiderata de Trump, qui a décidé d'imposer des acquisitions de matériel militaire à hauteur de 5% de PIB de tous les membres de l'Union européenne. Ceci alors que les bruits de bottes se font entendre en de plus en plus d'endroits sur le globe. Il convient de souligner le très grand paradoxe de la teneur des prises de parole et des positions des uns et des autres, de Polony en l'occurrence à cette occasion. Si on résume donc, on a des sommes déversées à foison à en croire leur dire. Parallèlement, on a un dysfonctionnement qu'eux-mêmes reconnaissent. Et dans le même temps, on a un personnel qui n'en peut plus, qui est vraiment au bout du rouleau, qui ne dispose pas de moyens nécessaires pour travailler, comme le Covid a pu en attester. La pandémie se rappelle à notre bon souvenir d'une certaine façon. Elle fait office de démonstration absolue. On a également un accent mis sur la privatisation des soins et la volonté de tout ou presque conférer au privé, et des politiques qui traduisent clairement cela. Je crois bon de rappeler que certains directeurs d'hôpitaux se sont plaints qu'on leur ferme certains services, comme le service d'anesthésie, ce qui rend les hôpitaux inopérants, notamment du fait du prisme autoritaire et budgétaire qui accourt, et de la santé perçue comme une marchandise ou un vague service. Mais aussi dans la mesure où, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage, comme dit si bien l'expression populaire. Ou encore qu'on a fermé des urgences et maternités en veux-tu en voilà. Le tout dans un contexte où les soignants sont maltraités, souvent maltraitants, car sous-équipés, éreintés et mal payés. Mais, et c'est là que la tartufferie prend toute son ampleur et sa saveur, selon tous ces intelligents, on a des sommes incroyables allouées à ces services. Il faudra qu'on m'explique la dissonance qui éclate aux yeux de tous. Enfin non, bien sûr, la tech, on la connaît. C'est toujours la même. Elle est savamment construite depuis des années. Elle repose sur l'assertion que l'État est un mauvais gestionnaire. Par conséquent, il vaut mieux laisser le privé et la main invisible du marché gérer. Pour efficacité, flexibilité, etc., on connaît le charabia par cœur, je vous en fais grâce. Tous ces acteurs évitant de demander aux puissants de payer, les estimant trop utiles à la société. Mais n'oubliant pas d'exiger des gueux qu'ils dégainent la carte bleue en lieu et place de la carte vitale s'ils escomptent être soignés. L'idéologie libérale ainsi résumée. L'individu est responsable de lui-même uniquement. La société n'existe pas et tout le blabla sorti de la besace de Thatcher et Reagan. Tout ceci comble du ridicule par des gens qui se repeignent en être avec une fibre sociale le plus souvent, et qui feindront de se soucier des autres, mais en réalité qui se tartinent de savoir si les plus fragiles vont avoir les moyens d'assumer le système qui leur est si cher. Je trouve tout particulièrement significative cette pseudo-indignation de Polony concernant le fait de grever les moyens de l'État, quand elle est incapable de tourner ses attaques vers le libéralisme et les politiques droitières, ainsi que de dénoncer la privatisation de secteurs qui devraient appartenir au commun, et donc, par essence, qui devraient être tenus à l'écart de la privatisation, de la mise en concurrence de tous avec tous, et tout le reste du système brutal et injuste qu'on connaît aujourd'hui. Elle a beau feindre de s'indigner de ce qui accourt, pour autant, tout comme les autres formations droitières, elle s'affiche en faveur de rationalisation et austérité budgétaire dans les faits, puisqu'elle demande des comptes quelque part. Idem pour ce qui concerne la lutte contre l'optimisation fiscale. D'ailleurs, on a bien relevé qu'elle utilise ce terme d'optimisation, mot qui s'avère un arrangement avec la vérité ou la réalité, laisse comprendre une complaisance qu'on joue avec les lois, ceci pour se livrer à des choses moralement condamnables. Plus spécifiquement, dans la situation de ceux qui se livrent à ce genre de pratiques. Aussi, sa complainte porte sur le fait que l'État dispose de moins en moins de moyens. Mais l'a-t-on jamais entendu remettre en question les sommes versées aux entreprises sans contrepartie d'aucune sorte ? Il serait bon de lui rafraîchir la mémoire ou de lui ouvrir les yeux. On parle de sommes telles que plus de 200 milliards par an. Une somme des plus rondelettes avec laquelle il y a matière à faire bien des choses. Somme toute en mesure de faire fonctionner plusieurs ministères. Et je ne vous raconte même pas concernant la dette avec laquelle il nous bassine.
Dans la même veine, comment laisser passer une telle chose? Elle nous dit que le système social serait un poids ou un fardeau. Cela doit être une blague. Ou alors, en fait, elle est clairement moins intelligente qu'il n'y paraît. Pour résumer, elle nous explique des plus tranquillement que le modèle social pèse, pour citer sa propre formule, quand on déroule le tapis rouge aux multinationales et aux très gros précédents. Qu'ils se portent mieux que jamais et que leur prédation ne cesse de s'accroître. Il fallait oser. Je laisse Audiard en dire plus sur tout ce tissu d'ineptie, et tout condensé dans sa célèbre citation. La question, c'est celle du déficit primaire. Les pays, l'Italie par exemple, les autres pays européens n'ont pas de déficit primaire. Expliquez ce que c'est que le déficit primaire. Soyez pédagogique, Natacha. En gros, nous nous endettons pour payer les fonctionnaires, pour payer les dépenses quotidiennes. Nous ne nous endettons pas pour investir. Or, nous avons un défaut d'investissement sur la recherche, sur l'enseignement supérieur dramatique. Commençons, si vous le voulez bien, cette nouvelle partie de son intervention. Il y a quelque chose à mettre en exergue en premier lieu, selon moi. Le fait qu'elle s'érige contre le manque d'investissement. Mais encore s'agirait-il qu'elle affiche un semblant de cohérence pour qu'on puisse la suivre. Outre les 200 milliards maintes fois évoqués, jamais dénoncés par ses soins, ainsi que la poussée du privé au détriment de l'État, on constate que le fléchage tel qu'il est, pour l'heure, n'est pas une source de critique provenant de sa part. Donc que cela ne lui pose pas tant problème, voire pire encore, qu'elle n'en serait pas au fait ou consciente, ce qui, pour une journaliste politique des plus reconnues, laisserait pantois. Ensuite, elle se lance vers le point suivant, celui de l'entêtement pour payer les fonctionnaires, avec, en sous-entendu, à peine dissimulé, soit qu'ils sont trop nombreux ou coûtent trop cher, ce qui revient grosso modo à la même chose, in fine. Soit la logique qu'il s'agirait de dégraisser le mammouth, un truc à peine mainstream de nos jours. En voilà une réflexion qu'elle est intéressante, à vrai dire. Elle est donc priée de bien vouloir nous indiquer où couper, pour ne pas dire effectuer ses coupes rases, car c'est ce à quoi elle appelle. Il est de bon ton de lui remémorer que les fonctionnaires, si commodes comme boucs émissaires, sont de divers corps. Les soignants, les pompiers, les policiers, les militaires, etc. Autant de professions essentielles et sans lesquelles on ne saurait faire, me semble-t-il. Ce qui propulse son argumentaire dans de la démagogie droitière, avec toute la stupidité qu'on peut attendre de propos aussi démagogiques. On va, bien sûr, histoire de contourner la question, avancer les fonctionnaires territoriaux si pratiques eux aussi. Mais on leur rappelle qu'ils travaillent, ne sont pas embauchés et payés à ne rien faire, et que, eux aussi, contribuent à faire marcher l'économie réelle. Ce qui est tout sauf accessoire dans un pays où la consommation populaire représente 53% de l'économie globale. Ce qui sous-entend que les supprimer contribuerait à générer davantage de chômage, en emploi direct et indirect, ce contre quoi elles sont supposées se battre, enfin paraît-il, et que cela aurait pour effet de gréver dans le même temps l'économie en retirant du pouvoir d'achat à une population avec un emploi stable, ou plus stable on va dire, compte tenu du fait que nombre de personnes de ces services sont des contractuels désormais. Disons les choses tout de go. Il est lunaire de se plaindre de ne pas avoir un service à la hauteur des dépenses et de nous parler des fonctionnaires. Elle doit penser, j'imagine, qu'en payant les gens moins qu'ils ne le sont, cela va les motiver à faire mieux. Ou encore que cela va générer des vocations parmi les personnes les plus aptes à remplir les fonctions souhaitées. Tout cela alors que tout ce qu'on a à leur offrir, ce sont des conditions dégradées. Qu'on est conscient de la grande perte d'attractivité des métiers et le mal à recruter que cela entraîne. Si ce n'est, cela va de soi, si on envisage une lutte de type idéologique contre ce que Bernard Friot appellerait une subversion communiste, qui de surcroît a fait l'épreuve de son efficacité. Je renvoie volontiers à la période du coco, comme diraient certains. Pandémie qui en a fait une éclatante démonstration. Ils ont été de ceux qui non seulement ont tenu la société debout, mais l'économie aussi. En outre, les bandeurs du néolibéralisme, du capitalisme, etc., durant cette période ont eu recours à la socialisation, pour éviter le marasme total, et à la société de s'effondrer, CQFD. Aussi, personnellement, j'attends qu'elle nous prouve que l'endettement est lié à cela dans le contexte que j'ai commencé à brosser, et pour lequel on se doit de mentionner l'enrichissement grandissant des plus aisés, notamment à base d'impôts non perçus, ou auxquels l'État a renoncé de lui-même, sous l'impulsion des idéologues qui nous dirigent, ceci accompagné d'aides gigantesques en direction des mieux lotis, en comptant sur la croyance occulte du ruissellement. Tous les 8 jours, vous avez une nouvelle idée d'augmentation d'impôts. Un jour, c'est pour les entreprises, le lendemain, c'est pour les retraités, c'est pour les acheteurs de gaz. En permanence, on est en France, Darius. On appréciera tous l'ironie de la chose. Et d'un tel speech pointant du doigt le manque d'imagination politique de la part d'un des tenants habituels de l'austérité et un des adeptes de la politique à maman. Maman Thatcher, si j'ose dire.
Le tout revêt d'encore un peu plus de saveur lorsqu'on sait que celui qui passait pour le Mozart de la finance, pour des gens de son acabit, nous a emmenés justement à des records d'impôts et de prélèvements. Et cerise sur le gâteau, pour un résultat en dessous de 0, si on va aller par là. Aussi, quand l'anglais ne passe pas son temps à formuler des recettes économiques éculées, quand est-ce la dernière fois déjà que l'intéressé a énoncé une idée originale ou ne serait-ce qu'efficace en termes d'économie? On ne peut que se gausser de ces 10 experts de plateau qui se cantonnent à des tirades moralisatrices qui sont ni plus ni moins que des constats dans le meilleur des cas. Et dans le pire, des manifestations de croyances idéologiques aussi déconnectées que réchauffées. Aussi, c'est du pur bon sens. Mais on comprend que cela lui échappe. Il y a des gens qui sont pragmatiques, tout simplement, et qui entendent faire payer ceux qui le peuvent. Contrairement à ce que des génies de sa trempe ont à nous proposer. À savoir de tenter de faire payer ceux qui sont à l'os. Ou encore de faire en sorte que tout le monde s'assume dans la loi de la jungle humaine. D'autant que, ne nous voilons pas la face, le plus clair du temps, les gens cherchent à faire payer ce qui devrait être mis à contribution, mais qui parviennent le plus souvent à se soustraire à leurs obligations. En l'occurrence, les grands groupes et ceux qui les possèdent pour ne pas les nommer. Quoi de plus légitime en fait? Particulièrement lorsqu'on sait la prédation qui s'opère sur le vivant, sur la nature, comment les structures en question mettent à profit le travail de l'État en matière d'infrastructures, d'éducation et de soins pour la population, etc., etc., etc. C'était ce que je voulais objecter à Éric Coquerel tout de suite, c'est que il nous dit finalement l'État s'est appauvri, mais on n'a jamais autant payé d'impôts et on n'a jamais autant eu de déficit. Donc l'État n'a jamais eu autant de moyens. Ça perd l'hypopète. Ça ramène quand même à la question ça perd l'hypopète ou du pas. rapport qualité-prix. Commençons par une observation. Ce que dit l'anglais, dans une certaine mesure, n'est pas faux en l'espèce. On se doit de le souligner. D'autant qu'en mentionnant cela, pour le moins qu'on puisse dire, l'économiste de plateau ne sert pas son propos. En effet, les sommes perçues sont très importantes. Mais là n'est pas uniquement la question. À ce stade, on est dans de la tautologie quasiment. Je vais m'y attarder. Puisque l'anglais nous fait la grande joie de faire un incroyable contre son camp. Et pour cause, la mise en pratique des politiques économiques que l'anglais prône n'est surtout pas ce dont le pays a besoin. L'implémentation n'a jamais donné de résultats, sauf catastrophique à la limite. Cela, on va bien lui accorder. On lui concède avec grand plaisir par ailleurs. Les dites politiques n'ont jamais marché nulle part, à aucun moment et où que ce soit. Aussi, si le constat est le bon concernant les sommes engrangées par l'État, notre interlocuteur oublie bien volontiers de mettre en exergue le corollaire de celle-ci, soit que des sommes encore bien plus importantes sont fléchées sans contrepartie d'aucune sorte vers les entreprises, pour un résultat qu'on connaît, qu'on ne saurait qualifier autrement que par le terme calamiteux. En somme, un enrichissement des plus riches qui ne rime à rien. Et on ne peut qu'acquiescer quand le sosie de Télis Savalas nous dit qu'il s'agit de dresser le bilan de l'utilisation faite du denier public. On attend juste qu'il aille au bout du raisonnement. Et qu'il réclame la fin de ces sommes mirifiques versées aux possesseurs des moyens de production. À commencer peut-être même par l'actionnaire de la chaîne sur laquelle il turbine, avec le zèle qu'on sait. Ce que j'apprécie incroyablement, c'est l'ironie qui transpire du ton effaré de l'anglais, lorsqu'il tient les propos en question, particulièrement compte tenu de tout ce que j'ai pu expliquer auparavant. Aussi, on se régale de la géométrie variable dont il fait preuve pour l'occasion, quand il nous parle de rapport qualité-prix, quand on sait les politiques de gavage des plus riches. Et pour quel résultat ? Mais bizarrement, tout d'un coup, efficacité, etc. ne sont plus à mesurer ou prendre en considération. Fabuleux. Fiscalement. Le niveau des impôts, pas vrai. les prélèvements obligatoires, ils n'ont pas baissé. Il y a deux choses. Bah oui, et pour cause. Concernant les impôts, Mozart, muet en dieu grec, est passé par là, avec ses recettes néolibérales moisies. Alors, la formule d'Einstein se rappelle à notre bon souvenir, et on a envie de la coller dans les dents de l'anglais. Depuis les passages de David Guiraud, on sait les opérations de transfert à l'œuvre, et comment les impôts sponsorisent les entreprises, pour la faire courte. Aussi, si on peut être d'accord avec la première partie de ce que l'anglais affirme, en revanche, concernant la seconde, c'est archi-faux. Et pour cause, il a bien été établi les importantes suppressions de cotisations patronales dont les entreprises bénéficient depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, et plus spécialement depuis le début de son second mandat. Alors, il s'agirait de ne pas nous prendre pour des naïfs ou des inconséquents. Notamment à travers la TVA, notamment à travers la TVA.
C'est ce qu'on appelle un superbe CC ou encore se tirer une balle dans le pied, que de croire bon d'apporter une telle précision. Surtout quand précisément l'anglais assure le service après-vente de Macron. Aussi, on appréciera tout spécialement l'exemple qu'il a choisi pour étayer son propos, qui là encore le dessert carrément. Il se trouve que nombre d'économistes et autres organismes étatiques, pourtant n'ayant rien de bolchevique, ont tout simplement montré le contraire, que ce sont principalement les plus aisés qui en ont bénéficié. Et cela ne prend pas un ingénieur en fusion nucléaire pour se rendre compte du pourquoi du comment. Soit que la suppression des impôts profite surtout aux propriétaires, ainsi qu'aux gens qui ont des grandes superficies et a fortiori qui sont localisés dans les coins les plus prisés, donc les plus onéreux justement. Il convient donc d'insister sur le caractère somme toute logique du gain pour les mieux lotis, et l'aspect de moins en moins avantageux de cette suppression, à mesure qu'on se rapproche de la base de la pyramide, et des plus fragiles pour qui, pour beaucoup, cela ne change rien. Enfin, à moins de considérer ce que cela implique en dehors, en termes de réduction de services publics prioritairement locaux, ou pour ce qui est des prestations sur lesquelles on cherche à tirer, pour récupérer l'argent en partie enfumé avec cette disparition de la taxe d'habitation. Un rôle que je souhaite endosser. Nous sommes heureux de l'entendre dire. Ce n'est pas pour autant qu'on va le croire sur parole. En outre, dans les faits, ce à quoi il se livre, c'est précisément jouer l'avocat de Macron et de son bilan économique en tête. On ne peut que prendre cela avec la légèreté qui s'impose quand on nous partage de tels propos, et que parallèlement, l'esprit critique n'est présent que lorsqu'un opposant tente de faire advenir une possibilité alternative de gouvernance économique. Et puis il s'agirait de ne pas nous prendre pour des poissons rouges. On a tous en mémoire comment les experts de plateau nous ont vendu le prodige de l'économie, soi-disant, pour les résultats concrets dont on a vu les effets. Cette apparente neutralité est plus gênante qu'autre chose, et pour ce qui me concerne, j'aurais résolument plus de respect pour cet homme s'il affichait clairement ses convictions et les défendait comme il le fait, plutôt que de spéculer sur le fait qu'il va parvenir à nous enfumer, abêtir ou endormir. Aussi, pour en finir avec ce segment, disons les choses telles qu'elles s'avèrent être. Bizarrement, lorsque Eric avance ses pions, tout d'un coup l'anglais, si prompt au dialogue, se trouve à ne plus avoir rien à dire. Comme un signe, soit qu'il consent au biberonnage des entreprises à coup de TVA, soit qu'il consent tacitement au fait que Coquerel l'a coincé dans les cordes, et qu'il ne peut qu'encaisser les crochets au fouet. D'ailleurs, son regard ailleurs témoigne de son impuissance face à un discours de bon sens. Pardon, non, si, Eric Coquerel, quand même. Oui ou non, est-ce que vous êtes favorable, vous, à des hauts impôts ? On voit la technique de manipulation traditionnelle des médias mainstream qui roule pour une idéologie. Cet amalgame des hausses plurielles, en faisant mine que les contributions plus conséquentes que nous proposons s'appliquent à tous, est tout simplement de la manipulation. On ne voit pas comment on peut qualifier ceci autrement, car on se doute que le journaliste, entre énormes guillemets, n'a pas pris soin de lire l'AEC et de faire un travail digne de ce nom. Ainsi se pencher sur ce que nous avons dans l'idée de mettre en place, certes, mais qu'aucun de ses assistants ou autres ne l'ait fait, ou ait pris soin de noter des mesures majeures qui sont dans notre agenda, alors là, pour le coup, c'est juste se moquer du monde. Ou alors le signe soit d'incompétence complète, ou de volonté de manipulation claire, nette et précise, au-delà de toute espérance. Un exploit, quoi. Je serais ravi de payer des impôts. Je ne sais pas s'il fait... Mort de rire. Ce que je préfère dans cette séquence, que je considère comme culte d'ores et déjà, c'est qu'au simple rictus sur le faciès de l'ex-patron du MEDEF, on identifie qu'il n'y croit lui-même pas une seconde à sa sortie. Cette dernière s'apparentant à un truc digne du Comedy Club. Puisqu'il je ne partirai pas pour autant. Oui, mais comme beaucoup de gens d'ailleurs. Ben non, en réalité, je pense que c'est là où vous trompez, M. Coquerel. Là, c'est une autre étude. Mais il y a d'autres études qui ne montrent pas, y compris... J'ai le sentiment que je l'ai connu mieux que vous. Avant... Tout d'abord, on a bien compris les grosses ficelles du discours de Bézieux, avec le vice s'appliquant aux autres, à qui il les prête volontiers. Ceci tout en s'en tenant à l'écart, serment de vertu du même jet. Cela ne trompe personne. Et j'ai envie de dire, quand bien même aurait-il raison, que cela change-t-il? L'angle mort de son raisonnement étant qu'un État qui l'aurait décidé serait tout à fait en mesure de s'assurer que les personnes en question ne mettent pas les voiles vers d'autres horizons, et qu'ils ne se dérobent pas à leurs responsabilités, à l'inverse de ce qu'il suggère. Il ne se le figure peut-être pas suffisamment, mais à gauche, il y a du travail d'effectuer aussi. La taxe Zuckman en témoigne. Elle a pour but, justement, de parer à certaines tentatives de comportement produites par les destinataires des politiques susnommés. En tout cas, le ricanement de ce bon Geoffroy est tout à fait significatif du sentiment de supériorité et d'impunité que ressentent les puissants, dans une période où ils se sentent intouchables car soigneusement préservés par nos gouvernants.
Cependant, il peut bien se gausser, ceci ne constitue pas un état de fait, et le régime des super riches changerait du tout au tout si une victoire insoumise venait à se produire. Nous ne sommes pas suffisamment bêtes pour les croire abdiquer et hisser le drapeau blanc des suites de notre victoire, cela sans réagir, alors qu'ils nous accordent un respect identique. Par exemple, en ne pensant pas que nous n'avons pas envisagé tout type de stratagème de leur part pour contourner nos dispositifs. La condescendance des puissants transpire par leur air de son auteur, du fait de leur sentiment d'impunité en tout cas. Aussi, il s'agirait de ne pas décorréler les faits des dires, comme le fait l'ex du MEDEF. Nombre d'études ont été menées et aucune ne montre ce que nous dépeint de Bézieux. Le solde dont on parle en réalité est en dessous de 1%. Et puis, une fois encore, on discute d'un contexte où le politique a renoncé à activer ses leviers pour agir, notamment en faisant la loi. Ceci, en cas de changement de cap majeur, évoluera, c'est une certitude. Et pour cause, y renoncer pour la FI reviendrait à rendre l'application du programme impossible, ce qui n'est pas une option. On voit aussi que de Bézieux en rabat question morgue, dès lors que Éric Coquerel lui répond et lui donne à voir sa compréhension des sujets, d'où ce regard par-dessous et renfrogné de Geoffroy. Votre raisonnement, c'est de dire que le modèle doit être fondé sur la consommation populaire. Oui, sauf que dans l'état actuel du système, la consommation populaire, c'est la Chine qui produit. Oui. Et vous rejoignez en fait les positions de Michel-Édouard Leclerc qui dit on fait venir des petits colis, c'est pas grave, ça va faire des bonnes affaires à faire et ça va améliorer le pouvoir d'achat. Comment dire, on a vu Polony plus aiguisé, il fut un temps. C'en serait presque comique de se voir confronté à ce genre de discours. Ceci par les soutiens des droitards et réactionnaires de tout poil qui ont laissé l'industrie partir à volo, comme brillamment décrit par notre représentant sur le plateau. La situation actuelle, on n'est pas sans s'imaginer à qui on la doit. Les délocalisations, les recherches de profit jamais satisfaites, les attentes de coûts de production en constante baisse, et des législations parmi les plus aptes à permettre les laisser-faire, ce n'est tout de même pas de notre fait que je sache. En l'espèce, quel est ce type de speech que nous délivre Polony ici? Elle a rejoint le NPA ou quoi? Le plus drôle, c'est qu'elle nous inflige un tel fatras en présence du porte-parole de la seule force qui escompte réellement réindustrialiser le pays, ne pas abandonner les brevets et les savoir-faire, ainsi que produire et diffuser les choses et produits en circuit court. Bref, on tâte du doigt le délire de la tartufferie. Le plus comique et ironique demeurant tout de même qu'on ne l'entend pas nous sortir des arguments contre la politique de Macron quand lui, son système, justement, c'est celui d'implanter des entrepôts et plateformes où on accueille les produits dont Polony parle. Bref, c'est le monde à l'envers, on se pince pour y croire. Il ne lui aura peut-être pas échappé que nous ne sommes pas ceux qui avons les rênes du pays, et ce qui accourt, nos députés ont largement voté pour. Définitivement pour ce qui est des mesures économiques libérales que Macron a cherché ou imposé à tous. Aussi, il y a une inexactitude prégnante dans toute sa logique, puisque qu'importe où les gens achètent, à un moment donné, les achats en question génèrent forcément de l'activité. Ceci ne serait-ce qu'en matière de logistique ou de manutention, et que des emplois dans la livraison, etc. dépendent de l'activité économique et du pouvoir d'achat de la population, dans tous les cas de figure, sans rentrer dans des considérations telles que celles où les gens commandent. Après, nous sommes d'accord avec Polony, ce n'est sûrement pas le Graal. Ce n'est pas nous qui allons affirmer le contraire. Mais d'ici à tout nous coller sur le dos, il y a des limites à tout. Monsieur Coquerel est un keynésien, il veut relancer par la dépense publique et la consommation. Enfin, le problème, vous n'avez pas répondu tout à l'heure, vous m'avez dit on a baissé les dépenses publiques, c'est pour ça que ça marche moins bien. Mais si on compare à somme aujourd'hui, l'Allemagne dépense beaucoup moins en éducation et a des meilleurs résultats. Donc, vous ne pouvez pas nier que... Pourquoi on est au bout du système de dépenses publiques? Parce que ça ne marche plus. On est plus mauvais que tous les autres pays européens sur tous les secteurs en dépensant plus. Donc, vous avez un problème d'efficacité parce qu'il n'y a pas de responsabilité dans la dépense publique. Et donc, si vous en rajoutez, ça va continuer à être aussi inefficace. Donc, vous ne pouvez pas me dire, on va remettre de l'argent dans l'éducation, on va remettre de l'argent dans les hôpitaux, alors que déjà, avec ce qu'on dépense plus que les autres, ça ne marche pas. Encore une interminable tirade de Bézieux. Encore une fois, libre comme l'air de dérouler à satiété. Le concept de débat et donc de personnes pouvant s'interpeller n'étant une chose qui marche uniquement dans un sens, sur le temps insoumis pour le dire autrement. Aussi, on pourrait être parfaitement d'accord avec tout le speech que l'interlocuteur d'Éric diffuse, s'il appliquait ce même raisonnement aux entreprises et aux sommes exorbitantes dont elles bénéficient, montant astronomique pour zéro efficacité, ou plutôt, si ce n'est, fort justement, en termes de création de dette publique, pour lequel on a affaire à une opération réussie, si je puis dire.
Les contribuables arrosant joyeusement les entreprises et les bons amis de Bézieux, leur remplissant grassement les poches. Cerise sur le gâteau, sans que ces derniers n'estiment devoir s'acquitter de quelques tâches de compensation telles qu'elles soient, pour la population en retour. Ceci n'est pas sans faire écho à ce bon vieux Gattaz, la larme à son œil de saurien et la sibylle à la main, qui a résolument pris tout le monde à revers et pour des jambons, avec ses promesses visant 1 million d'emplois créés. Promesses qui auront fini en un bilan nettement plus mitigé, de 50 000 à 100 000 emplois conservés simplement. Et on a bien dit conservés, la nuance est grande, ce qui correspond à attribuer des fortunes astronomiques par emploi, quand, avec les mêmes dépenses, l'État aurait, lui, largement pu créer le nombre de postes que Gattaz et ses petits copains se vantaient d'être en mesure de faire sortir de terre. Aussi inefficient soit-il, si on écoute les capitaines d'industrie de pacotille. De surcroît, elle insiste sur l'expression de remettre de l'argent. Or, il faudrait déjà qu'il soit en mesure de prouver que l'argent auquel il fait allusion a vraiment existé, a vraiment été versé. Si le système se barre en sucette, que je sache, ce n'est pas à force d'arrosage intensif d'argent public, mais en raison de sous-investissement de l'État. Ce dernier misant, pour ne pas dire spéculant, sur des entreprises qui ne servent qu'elles-mêmes et leurs actionnaires, et s'avérant toujours plus égoïste et encline à la rapacité sans limite. Conclusion. Encore une fois, on a assisté à quelque chose qui tient à ce qu'on pourrait désigner comme routine pour nos députés. En l'occurrence, ici, Éric, se voyant faire face à tout un plateau avec des opinions divergentes des siennes, tous se trouvant sur des lignes adjacentes, tous se relayant pour multiplier les salves et nous servir la doxa de l'officialité, dans une impartialité qui n'a jamais existé, plutôt une partialité évidente que le chronomètre prouve sans difficulté. Certes, il a dû se frotter à des adversaires différents en termes de position et de style, mais côté idéologie, seule une feuille de papier à cigarette les différenciait. Tous nous ont servi les recettes éculées qui sont en place, comme seule recette qui vaille, seule possible. Et j'espère avoir pu vous apporter un certain nombre d'arguments à faire valoir, au cas où vous seriez confronté à des postures identiques, de sorte que vous puissiez faire montre qu'un autre monde est possible. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt. Allez, surtout, on lâche rien, comme dirait HK. On lâche rien, on lâche rien.